Bonjour à tous, je suis Nicolas Cabos, bienvenue pour cette deuxième édition des quarts d'heure du cinéma. Ce mois-ci, nous allons parler de La Règle du jeu, réalisée par Jean Renoir en 1939. Il faut que vous ayez vu La Règle du jeu. Pourtant, en 1939, on ne vous aurait probablement pas dit ça, parce que le film à sa sortie a été un énorme échec, à la fois public et critique. Jean Renoir naît en 1894, est le fils du célèbre peintre impressionniste Auguste Renoir. Dès sa plus tendre enfance, il se passionne de comédie, il est notamment un spectateur assidu du Guignol des Tuileries et il va énormément au cinéma, voir notamment les films de Chaplin dont nous avons parlé le mois dernier. En 1912, Jean Renoir s'engage dans l'armée, il en reviendra en 1915 blessé, une balle lui a fracturé le col du fémur et il boitera jusqu'à la fin de sa vie. En 1924, il réalise son premier long métrage, co-réalisé avec Albert Dieudonné, le film s'appelle Catherine. Et de 1924 à 1939, Jean Renoir va tourner pas moins de 23 films, parmi lesquels des films tenus aujourd'hui pour être des classiques du cinéma français, comme Nana d'après Émile Zola, La Grande Illusion, Les Bas-fonds, Boudu sauvé des eaux, et juste avant le tournage de La Règle du jeu, La Bête humaine, également d'après Émile Zola. Le tournage a lieu de janvier à juillet 1939. Tout était pourtant réuni pour que Jean Renoir signe un énorme succès. Il a réuni toute la fine fleur du cinéma français. Comme chef opérateur, il a engagé Jean Bachelet, qui a signé l'image de la plupart des films de Jean Renoir et de Sacha Guitry. Comme monteuse, il y a Marguerite Renoir, la femme du réalisateur. Et comme chef décorateur, c'est Eugène Lourier qui a signé les décors, entre autres, dans La Grande Illusion, et qui réussit, sur La Règle du jeu, le tour de force de raccorder ensemble la vingtaine de plans tournés à l'intérieur du château de la Ferté-Saint-Aubin et la quasi-intégralité des plans censés se dérouler à la Collinière qui ont été tournés au studio de Joinville. Eugène Lourier fera ensuite une immense carrière, aux États-Unis notamment, où il tournera avec Samuel Fuller. Il signera les décors de Shock Corridor. Si vous n'avez pas vu Shock Corridor, regardez-le, et les décors sont absolument prodigieux. Et l'un de ses derniers films sera Bronco Billy de Clint Eastwood en 1980. Au niveau des acteurs, Jean Renoir s'appuie sur le noyau dur de ses habitués. Il joue dans son film, mais il y a là également Marcel Dalliot, qui était dans La Grande Illusion et qui, dans La Règle du jeu, joue le marquis Robert de la Chesnaye. Il y a là Julien Carrette et son inoubliable accent titi parisien qui joue le braconnier Marceau. Il y a là Gaston Modo, cet être habitué des rôles extrêmement durs qui dans la vie était d'une délicatesse et d'une culture extrême, qui joue le garde-chasse Schumacher. Il y a là Paulette Dubost, immense comédienne française qui a vécu jusqu'à 100 ans, qui a joué avec Louis Malle, qui a joué avec François Truffaut et qui était une grande habituée du cinéma de Jean Renoir, qui joue la femme de Schumacher. Et à ses habitués, Jean Renoir leur adjoint Roland Toutain, qui joue l'aviateur Jurieux. Roland Toutain était un membre émérite de la bande de Cocteau, Jean Marais, et c'était un personnage haut en couleur, c'était un cascadeur, il était aviateur d'ailleurs lui-même, donc lorsqu'il joue l'aviateur Jurieux qui atterrit au début du film, il n'avait aucun mal à se glisser dans le personnage. Et les deux autres rôles féminins importants sont joués par Nora Gregor, immense actrice autrichienne, et Mila Parelli, qui est une très grande actrice française également. Il est intéressant de remarquer qu'il y a aussi, pour les curieux, on reconnaît ou on ne reconnaît pas, dans le rôle du domestique anglais, Henri Cartier-Bresson, qui est quand même l'un des plus grands photographes du XXe siècle, qui est le cofondateur de l'agence Magnum avec Robert Capa, et qui joue donc un petit rôle dans La Règle du jeu. C'est l'une de ses seules apparitions au cinéma. La Règle du jeu est, de l'aveu même de Jean Renoir, un drame gai ou une fantaisie dramatique. Le tournage, lui, n'a rien de dramatique. Jean Renoir est un être exquis avec ses comédiens et son équipe. Marcel Dalliot raconte d'ailleurs que, alors qu'il n'avait qu'un A à prononcer durant une scène, Jean Renoir fit arrêter toute l'équipe en disant « Je voudrais que nous nous arrêtions tous pour applaudir Monsieur Dalliot pour cette performance remarquable. Comment vouliez-vous lui résister lorsqu'il était si gentil ?»
Le propos du film, lui, est beaucoup, beaucoup plus sombre. C'est une société d'automates que nous dépeint là Jean Renoir. Une société d'automates qui nous dépeint à travers une forme très classique, une forme de comédie classique, la comédie de Marivaux ou de Beaumarchais. Avec ce jeu de miroir, avec le triangle amoureux aristocratique d'une part, ou aristocratique ou de la classe supérieure, le triangle amoureux entre Robert de la Chesnaye, Christine de la Chesnaye et l'aviateur André Jurieu, est exactement le même triangle amoureux qui a lieu dans la classe domestique avec Schumacher, sa femme Lisette et le braconnier Marceau. Il y a également, en plus du jeu de miroir, ce jeu des faux-semblants qui est présent sans arrêt dans le film. L'hypocrisie de la classe dirigeante, bien entendu, l'hypocrisie des domestiques tout autant, parce que Renoir est aussi sévère avec les uns qu'avec les autres, mais les faux-semblants qui vont même aller jusqu'au drame final, les faux-semblants qui sont la raison du drame final. Si jamais vous voulez voir le film sans connaître la fin, ne regardez pas ce que je vais dire parce que je vais révéler la fin du film. À la fin du film, le drame repose uniquement sur une erreur de personne, puisque Schumacher et Marceau voient Octave enlacer Christine de la Chesnaye et l'embrasser, mais ils prennent Christine de la Chesnaye pour Lisette Schumacher car elle est habillée avec les habits de Lisette Schumacher. Donc Schumacher décide de tuer Octave, et Octave ensuite va demander à Jurieu de rejoindre Christine à sa place, puisqu'il renonce à Christine et il dit à Jurieu pars avec elle, et Schumacher, attendant Octave pour le tuer, tire sur Jurieu et tue ainsi Jurieu, étant ainsi l'instrument de la fatalité, soit, mais une fatalité qui arrange bien son maître, qui arrange bien le marquis Robert de la Chesnaye, qui finit en disant que c'était un malheureux accident, ce qui est quand même le comble de l'hypocrisie. C'est sur une société d'automates hypocrites que règne le marquis Robert de la Chesnaye, à l'instar des automates qu'il collectionne. Les trois seuls êtres réellement humains de la règle du jeu sont voués à disparaître. Il y a Marceau, qui est renvoyé, il y a Octave, qui fuit, et il y a Jurieu, qui finalement est abattu. Mais dans ce ballet d'hypocrites, dans cette comédie humaine extrêmement cruelle, là où Renoir réussit vraiment un tour de force, c'est que personne n'est foncièrement dégueulasse. Tout le monde, comme le dit très bien Octave, joué par Jean Renoir au début, c'est d'ailleurs le réalisateur lui-même qui le dit, dans le monde, tout le monde a ses raisons. Lorsque l'on les prend individuellement, Christine de la Chesnaye est certes une enfant gâtée, mais elle est très séduisante. Robert de la Chesnaye, il est absolument charmant lorsqu'on le prend individuellement, et tous ainsi, tout le bal de cette société pourrie est absolument charmant individuellement. Mais en groupe, ils sont monstrueux. En groupe, ils finissent par tuer la victime expiatoire qui est Jurieu, au même titre que les lapins de leur partie de chasse en Sologne. En groupe, c'est là que l'univers de Renoir devient profondément sombre. Ces ombres qui rentrent au château juste après la mort de Jurieu, ce sont également ces nuages noirs qui s'amoncellent sur le sort de l'Europe et sur le sort du monde en cette année 1939. Car la règle du jeu, à travers sa noirceur, est annonciateur des horribles années à venir. En 1939, l'Anschluss a eu lieu depuis un an, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Et Nora Gregor, qui joue Christine de la Chesnaye, le sait mieux que personne, puisqu'elle est l'épouse du vice-chancelier d'Autriche, qui est en exil en France, et c'est comme ça qu'elle se retrouve à tourner la règle du jeu. En février 1939, lorsque le tournage de la règle du jeu commence à peine, Franco remporte la bataille contre les républicains espagnols et l'Espagne bascule dans la dictature. Un mois plus tard, Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Bref, La règle du jeu est un film noir réalisé dans une époque noire. La règle du jeu est un film profondément politique. Jean Renoir d'ailleurs est un cinéaste politique. La Marseillaise, l'un de ses films précédents, sous couvert d'une reconstitution historique, exaltait les valeurs du Front populaire. Or, là, dans La règle du jeu, Renoir nous dépeint une société qui n'a pas tellement peur du nazisme et du fascisme. Elle a tellement eu peur du Front populaire et elle a tellement eu peur que les idées du Front populaire la dépossèdent de leur propriété, de leur sacro-sainte propriété, de leurs privilèges, qu'ils n'ont pas tellement peur du nazisme
et c'est leur inconscience qui fait le lit du fascisme. Comme dit Renoir, c'est une société qui danse sur un volcan. Ces temps troublés et la montée de ces idées fascisantes, on les retrouve à travers les réactions d'une partie de la critique lorsque sort la règle du jeu. En particulier, les réactions envers l'interprétation de Marcel Dalliot dans le rôle de Robert de la Chesnée. Dans son autobiographie Mes années folles, Dalliot revient notamment sur cet article écrit dans les Annales par un courageux journaliste qui signe sous le pseudonyme de Intérim, et qui écrit « Le choix des acteurs aggrave encore l'étrangeté de l'entreprise. Monsieur Dalliot interprète le rôle du marquis. Pour camper un obliot de terroir, on est allé prendre le petit officier israélite de la grande illusion. » Le pire étant ce qu'ont écrit Bardèche et Brasillac dans l'Action française, organe de presse de triste mémoire, qui ont écrit, de point ouvrez les guillemets, un Dalliot étonnant, plus juif que jamais, à la fois attirant et sordide. Derrière tout cela, comme un ibis bossu au milieu des marécages, lui est un homme d'une autre planète, non seulement étrange, mais étranger à cette règle du jeu, qui en vérité n'est pas la sienne. Une autre odeur monte en lui du fond des âges, une autre race qui ne chasse pas, qui n'a pas de château, pour qui la Sologne n'est rien, et qui regarde. Jamais peut-être l'étrangeté du juif n'avait été aussi fortement, aussi brutalement montrée. Rarement un film aura été à ce point haï. Dans les salles de spectacle, les gens balancent des tomates ou des boules puantes quand ils n'interceptent pas purement et simplement les autres spectateurs dans la file d'attente en leur disant « n'allez pas voir ce navet, c'est une merde ». Mais par contre, il ne faut pas non plus tomber dans le point Godwin, ce n'est pas parce que les critiques, certains critiques, n'aimaient pas la règle du jeu qu'ils étaient forcément tous des nazis en puissance. Certains critiques n'aimaient pas la règle du jeu pour des raisons purement cinématographiques, pour l'audace formelle de Renoir notamment. Renoir, dans la règle du jeu, met en place un jeu de cadre absolument passionnant, mais très avant-gardiste, qui préfigure le John Ford de La prisonnière du désert, des cadres dans le cadre, avec un jeu de fenêtres toujours très très intéressant. Il y a également ces longs plans séquences absolument vertigineux, on se croirait dans Ophuls, voyez des films de Max Ophuls, voyez La Ronde notamment, et ça vous fera penser forcément à la règle du jeu. Il y a aussi cette utilisation du son, surtout cette utilisation du son qui préfigure complètement la nouvelle vague. D'ailleurs, la nouvelle vague va adorer complètement la règle du jeu. Truffaut va même dire que c'est le film des films. En somme, je pense que c'est les raisons purement cinématographiques, pas les raisons politiques et antisémites, les raisons purement cinématographiques qui ont fait que ce film a été détesté par certains au moment de sa sortie, qui font qu'ensuite le film a été absolument adoré au moment de la nouvelle vague en 58-59, au moment de sa ressortie à la Mostra de Venise, et qui en font aujourd'hui un chef-d'œuvre incontournable et intemporel du cinéma français. Suite à l'échec public et critique de la règle du jeu, Jean Renoir pensera un temps arrêter le cinéma. Mais la guerre est là, et grâce à son ami Robert Flaherty, réalisateur notamment de Nanook l'Esquimau, il obtiendra son visa de travail et embarquera pour les États-Unis en 1940. Sur le bateau qui l'emmène en Amérique, il se liera d'ailleurs d'amitié avec Antoine de Saint-Exupéry, lui aussi expatrié, et ils auront le projet d'adapter Terre des Hommes, projet qui hélas ne verra pas le jour. Aux États-Unis, Renoir se sent bien. Il adopte complètement le mode de vie américain. Il deviendra d'ailleurs citoyen américain à partir de 1946, et son fils Alain, né en 1921, finira lui aussi sa vie aux États-Unis, puisqu'il deviendra même professeur de littérature comparée à l'université de Berkeley en Californie. Renoir est adoré aux États-Unis. Il deviendra même en 1960 l'un des 16 Français à obtenir son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Pourtant, professionnellement, lui qui est si aimé aux États-Unis ne trouvera jamais vraiment sa place à Hollywood. Son film le plus intéressant de sa période américaine, L'Homme du Sud, réalisé en 1945, ressemble finalement plus à un film de Ford qu'à un film de Renoir. La patte Renoir a du mal à s'exporter. En 1949, il part en Inde, il tourne Le Fleuve, premier film Technicolor tourné en Inde, qui va inspirer des générations et des générations de réalisateurs indiens, au premier rang desquels, bien entendu, Satyajit Ray. Puis en 1952, il revient en France, en Europe et en France, et il tourne Le Carrosse d'Or, qui est pour certains son chef-d'œuvre absolu. On est quand même en droit de lui
préféré La règle du jeu, mais pour certains c'est le chef-d'œuvre absolu de Renoir. François Truffaut appellera même sa société de production Les Films du Carrosse en hommage au Carrosse d'Or. Renoir continue à tourner. En 1962, 4 ans après la ressortie triomphale de La Grande Illusion, il sort Le Caporal épinglé, qui est une version plus légère de La Grande Illusion. Mais il a de plus en plus de mal à recueillir des fonds, à recueillir des financements pour tourner ses films. Son dernier film, en 1970, Le Petit Théâtre de Jean Renoir, sera tourné pour la télévision. Il sortira ensuite après en salle. Ce sera un échec assez important et Jean Renoir arrêtera là le cinéma. Il repartira aux États-Unis. Il finira sa vie dans sa maison de Beverly Hills où il se retire, où il reçoit bon nombre de grands réalisateurs, François Truffaut, Louis Malle, Robert Aldrich, viennent tous lui demander des conseils. Et il mourra le 12 février 1979 à Beverly Hills aux États-Unis. Et le jour de sa mort, Orson Welles titrera une chronique dans le Los Angeles Times titrée The Greatest of All Directors, le plus grand de tous les metteurs en scène, car c'est pour beaucoup ce qu'est et ce que sera toujours Jean Renoir. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir ou redécouvrir La règle du jeu. Vous y verrez un classique, un chef-d'œuvre du cinéma français. Vous y découvrirez aussi, comme le dira des proches quelques années plus tard, qu'à partir de 4, on est une bande de cons. Je vous laisse emprunter autant de fois que vous le voudrez ce film à l'ESG et je vous donne rendez-vous quant à moi le mois prochain avec Citizen Kane d'Orson Welles.